Et pour cette, fin de matinée, on va vous proposer, voilà, un échange, surtout pouvoir, écouter votre expérience, votre quotidien. Et donc voilà, en termes de thématique, on souhaitait, aborder ensemble et puis après avec vous, cette difficulté de notre posture, de notre positionnement, de comment ces grossesses vont bouleverser nous-mêmes, les professionnels de santé. Ouais. Voilà, c'est bon? C'est bon. C'est allumé. Bon, merci Aurélie, merci à tous et aux organisateurs de m'avoir conviée. Alors, je suis toujours un peu étonnée d'intervenir dans des formations ou des colloques sur la dictologie, les addictions, parce que tout d'abord, je ne suis absolument pas dictologue, hein, c'est un champ que je découvre à chaque fois et depuis très longtemps. Il y a un écho, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Bon, on va faire avec. Ah, je m'entends double, ça fait du monde sur le... Bon, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis le docteur Christine Renelli. Je suis psychiatre de périnatalité. Alors, qu'est-ce que c'est la psychiatrie périnatale? Il faut la définir parce que justement, si on doit travailler ensemble, il faut connaître le champ d'intervention de chacun parce qu'on va faire référence dans nos pratiques à ce champ-là et on va confronter l'autre aussi à notre modalité de penser et de mettre en place des soins. Donc, qu'est-ce que la psychiatrie périnatale? On s'intéresse avant tout à la santé mentale des femmes, des couples aussi, bien sûr, de santé mentale qui peut être des réactions émotives, affectives autour de la naissance d'un enfant, de la grossesse. Et puis, évidemment, on s'intéresse à l'enfant qui est en formation tout d'abord. Quelquefois aussi, je fais des consultations préconceptionnelles, c'est très important. Euh, donc, il n'y a pas encore l'enfant, mais il est dans la tête des parents, des futurs parents. Donc, l'embryon est important pour nous, le fœtus et l'enfant, bien sûr, qui va naître, son développement jusqu'à peu près ses 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, il y a surtout le lien entre les parents et cet enfant à naître ou déjà né. C'est vraiment ces trois champs sur lesquels nous intervenons. Et c'est vrai que ce qui était, intéressant, nous on a échangé au préalable, avant cette intervention de ce matin, c'est de voir à quel point, on se retrouvait entre le champ de cette psychiatrie périnatale et la dictologie, dans la mesure où on va être confronté entre cette, double, dynamique, ce double mouvement qui va être, l'accompagnement de la mère et l'accompagnement de l'enfant et de faire coïncider, voilà, au moins en parallèle sur un petit moment ce chemin ensemble. Voilà, c'est en effet ce qu'on peut et ce travail au fil des années qu'on a pu partager avec toutes les équipes que j'ai rencontrées et actuellement, donc de façon plus récente, avec le RPNA, hein, où je fais partie du comité scientifique et notamment du groupe addiction et grossesse et périnatalité. Mais depuis très longtemps, en effet, avec Addictolim, on on partageait avec mes collègues, le professeur Nebucco, Pierre Sazerac, sur ces champs et ça n'a pas toujours été, dans cette dynamique où en effet, on pouvait se rejoindre et je dirais c'est pas toujours non plus encore à l'heure actuelle, long fleuve tranquille, loin de là. Et notamment, je peux dire qu'il y a une vingtaine d'années, puisque maintenant j'ai un petit peu de recul, malheureusement, heu, j'étais quelquefois très en colère avec mes collègues addictologues qui voyaient,
qui voyait, la temporalité de l'adulte, la temporalité de la femme, et tout ce qui a été très bien, heu, expliqué ce matin par, monsieur Castéra, hein, ce temps qu'il faut aussi pour travailler avec l'adulte et que, pour nous, psychiatres de périnatalité, on a une toute autre temporalité. C'est-à-dire que les choses vont vite. C'est 9 mois de grossesse et puis c'est quelques mois après la naissance, hein, où l'enfant se structure, et vraiment les bases de son développement vont être marquées dans ses premiers mois, de vie. Mais déjà pendant la grossesse, bien sûr, on le sait. Donc, on était envahis par, cette angoisse que ça n'allait pas assez vite du côté des addictologues, hein. Bon, alors bien sûr maintenant, on raisonne autrement et tout ça pour dire que, on a évoqué à plusieurs reprises dans nos entretiens, les émotions autour de la naissance d'un enfant, autour de cette période, périnatale. Toutes ces émotions vont être contagieuses. C'est-à-dire que la femme, on le sait dans cette période-là, est plus sensible, plus fragile, et une femme qui a un problème de dépendance avec des produits va l'être encore plus. On sait qu'il y a des comorbidités. Donc, on a vraiment une femme, une famille qui est aussi dans une situation de plus grande fragilité. Et tous les intervenants, autour d'elle vont être envahis aussi de cette fragilité-là, hein. L'arrivée d'un enfant ne laisse personne, heu, sans réaction, hein. Alors, c'était très intéressant l'intervention de madame Voyal, tout à l'heure, hein, sur, la stigmatisation, hein. En fait, elle fait écho à quoi? Pourquoi on est dans cette situation de stigmatisation? Parce que chacun, on a nos représentations de ce qu'est l'arrivée d'un enfant et ce que va représenter, un enfant, heu, pour l'avenir de notre société, l'avenir de notre famille, hein. Et pourquoi les hommes, alors ça c'est une supposition, pourquoi les hommes, les soignants hommes, seraient, un peu moins dans l'empathie avec la femme? Parce qu'ils ont plus de mal à évidemment à se projeter dans le corps, d'une femme, hein, et dans la tête de la femme, c'est comme ça. Il y a quand même, une histoire de genre là-dedans, hein, ils vont être plus facilement, jugeants, hein, dans cette situation parce que probablement plus en empathie avec l'enfant à venir, hein. Il s'agit de ça aussi, de c'est pas forcément parce qu'on est méchant, mauvais, qu'on veut juger, une femme, c'est parce que, viennent, interférer, le souci, de du petit bébé en formation. Alors pour, tout ce qui est, médecin, évidemment, on sait, toute l'embryologie. Monsieur Castera nous a remis en place, le tableau. On sait que c'est les 3 premiers mois, sont fondamentaux pour, ce qui est embryologie. Donc, quand on sait, le travail d'orfèvre, qu'est, cette période embryonnaire, on est envahi, d'inquiétude. Voilà, alors je parle beaucoup, mais je sais qu'Aurélie a plein de questions pour rebondir. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les équipes, quand on est amené à échanger sur ces situations, hein, je vous rappelle, hein, on est sur des situations humaines, d'une vie qui est déjà présente, qui est celle de la femme, d'une vie qui est annexe et associée, qui va être le conjoint et les éventuels frères et sœurs, et de cette vie à venir qu'est l'enfant. Et cette grande difficulté quel regard apporter sur la situation, de ceux qui vont être parfois un petit peu, en mise à distance face à ces fragilités, ces vulnérabilités. Parfois, le phénomène un peu inverse de certains professionnels qui vont se faire embarquer dans la situation, qui vont non pas mettre la patiente au travail, mais vont travailler pour elle, hein. Vous l'avez probablement entendu, vous vous rendez pas compte, il faut faire pour elle.
Là où les addictos, on va être plutôt à dire: «Non, c'est aux patients de se mettre au travail». Mais en périnatalité, travaille un peu pour elle, c'est l'avenir de cet enfant qu'on hypothèque. Parce que malheureusement, le temps est restreint. Et c'est vrai que c'était beaucoup d'échanges entre nous sur votre expérience, Christine. Euh, dans la mesure où, quand il y a ce type de situation, hein, que ce soit dans des réunions de staff ou de synthèse, on va être amené à mettre tous les professionnels autour de la table et à échanger d'une manière parfois un petit peu plus neutre, en tout cas, essayer d'être un peu plus extérieur. Alors en effet, cette contagion émotionnelle, c'est indispensable. Indispensable et c'est bien de la partager parce que on met à plat, ce que l'on ressent, hein, et c'est important de le voir, hein, et bien sûr, ce que l'on ressent, il y a des choses de nous et de notre propre histoire dans chacune des histoires, que l'on rencontre. Donc il faut arriver à détoxiquer ça, hein. C'est certainement le travail le plus important et c'est celui qu'on essaie de faire à chaque situation. Alors on réussit avec plus ou moins de bonheur, hein, certaines fois, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, ce qu'Aurélie, disait, il y a ce que l'on souhaite, ce que l'on attend, et puis il y a la réalité aussi des choses. Et il faut pas, non plus se laisser abattre par la réalité. Je pense, notamment, à des rechutes, ce qu'on appelle les rechutes, enfin, ce qui est, souvent, incontournable dans une prise en charge, hein, et qu'il faut savoir, soutenir. Je sais pas, on pourrait peut-être Vous nous conseilleriez, en fait, d'accueillir cet envahissement? Qu'est-ce qu'on en fait après? alors de le partager surtout, hein, de ne pas rester seul, hein, de le partager et les débats contradictoires sont souvent, très importants et structurants. Alors il est bien évident qu'il faut quelquefois qu'ils soient un peu, médiatisés, hein. Qu'il faut pas rentrer dans le conflit. Il faut arriver, pouvoir penser ensemble et que ça reste, productif et aidant, pour les familles. C'est pas toujours facile. Je pense, à une situation, bon alors, c'est vrai qu'on est tous, des professionnels de santé, donc il y a un secret médical, je nommerai pas les personnes. De toute façon, j'ai une mémoire, qui fuit, donc je ne donnerai que des éléments, très très vagues, mais notre unité d'hospitalisation donc accueille quelquefois, des femmes en difficulté par rapport à leur dépendance. On a eu ainsi, il y a quelques mois, une, maman, qui venait, d'un autre département, enceinte de jumeaux et pour nous présenter comme avec une pathologie, psychiatrique, schizophrène, dépendance à l'alcool, tabac, peut-être d'autres produits, j'ai oublié. Heu voilà, qu'un tableau terrible avec de nombreuses hospitalisations et bon, une situation avec des TCA aussi, des troubles des conduites alimentaires. Donc bon, c'est pas dans la joie que nous avons accueilli, en fin de grossesse, cette maman pour la naissance, de ses jumeaux. Et en effet, elle a accouché, sur Limoges, une grossesse bien sûr à risque, hein, et on a continué notre travail, enfin on l'a déjà démarré en fin de grossesse, hein, sur, le travail, comment elle allait accueillir, ses enfants, comment ils étaient déjà, dans sa tête malgré en effet tous les stigmas qu'elle avait, hein, et toute cette représentation de mauvaise mère, hein, qu'elle pouvait avoir, hein, et que fatalement, les soignants, aussi lui renvoyaient. Enfin moi, d'abord, je l'ai pas trouvée schizophrène. Mmh. J'ai trouvé que c'était une maman, en devenir, et qu'on a accompagnée dans la relation avec, ses jumeaux. Voilà. On l'a gardée, de plusieurs semaines, mois, je sais plus, et elle est repartie, dans son département avec des aides et avec des rechutes et avec, probablement des choses, très compliquées. Mais tout de même, je pense que,
on avait accompagné ce qui nous paraissait important, c'est-à-dire la représentation qu'elle avait d'elle-même en tant que mère. On a essayé de le soutenir, de le renforcer, et puis c'était en effet des relations de qualité. Voilà, donc notre cheminement, a pu paraître pour nos collègues, insuffisant. Il aurait sûrement fallu la garder des mois et des mois pour sécuriser quelque chose, de la vie, des collègues peut-être que c'était pas assez long, probablement, à son niveau à elle, hein, de ses difficultés à elle, mais en tout cas, le travail que nous avons pu faire, c'était ça. Oui, donc c'est vrai que ça traduit, typiquement la difficulté, face à cette situation qui là, c'est un exemple d'une des situations, on va dire, complexes qui, heureusement ne représente pas la plus grande partie, des femmes qu'on va être amené à rencontrer. Si on regarde bien sur un certain nombre de consommations, les femmes considéraient qu'au moment de la grossesse, elles allaient arrêter, c'était une évidence. On parlait de représentation. Cette représentation leur est donnée que parce qu'elles sont enceintes, ce sera la meilleure période et facile d'arrêter. Et là vient se confronter cette réalité, hein. Il y a vraiment ces deux mots qui revient beaucoup dans vos propos, c'est-à-dire cette fragmentation entre les représentations et la réalité. Alors en même temps, c'est vrai que c'est une période, même si les choses, vont très vite et qu'on est très inquiet par cette période, ça peut aller très vite, hein, dans cette période-là, aussi bien du côté de la femme, du côté, de l'homme aussi, et du côté du bébé, hein, qui est très fragile, et qui joue une partie de son avenir quand même dans cette période-là. Mais en même temps, c'est un temps très privilégié. Les aides que les professionnels vont mettre en place, discuter avec la femme, le couple, vont pouvoir, avoir, des conséquences positives. C'est-à-dire que vraiment c'est un tournant. On a vu, des femmes en effet sur certaines consommations basculer à cette période-là et vraiment s'accrocher aux soins, dans une réelle motivation. Je pense la patiente dont je vous parlais, je pense qu'elle est capable aussi, hein, de elle a en effet eu bénéfice de cette période-là et de cette rencontre avec ses enfants en étant reconnue comme mère, et une mère, qui mettait pas en danger immédiat, ses enfants, hein. D'abord parce qu'elle avait un compagnon, une famille, donc qui pouvait être, aussi autour d'elle. Bon, l'environnement est important, hein, et joue aussi, on n'en a pas énormément parlé, vous l'avez un petit peu évoqué, mais l'environnement joue aussi énormément, heu, pour, heu, pour aider, ces femmes, ces familles, dans cette période-là. Mais donc, une période de grande fragilité, de plus grande fragilité liée, mmh, à tout ce contexte, de responsabilité, parentale, contexte hormonal, contexte, physiologique, hein, qui est différent, mais aussi une période qui peut permettre une bascule, et vraiment que toutes les possibilités de soins, soient saisies, par la femme. Mais moi, je vais reprendre la position du praticien du quotidien. Moi, dans tout ça, j'en fais quoi? Quand je suis toute seule dans mon cabinet libéral, j'en fais quoi? Quelle est ma responsabilité de soignant? Comment je fais pour ne pas vivre avec ce sollicitement, d'impuissance ou de solitude? Alors c'est certain, il faut pour tout praticien avoir un réseau de professionnels avec lesquels, échanger, hein. On peut pas travailler seul. Heu, Ma propre expérience, j'aurais pu m'installer, en libéral, il y a très, très longtemps, mais mon choix a été de travailler avec les autres, hein, avec une équipe, avec, d'autres, professionnels, d'autres disciplines. C'est une richesse, énorme. Donc quand on est tout seul dans son cabinet, il faut avoir son réseau de professionnels. Il est jamais le même, d'un lieu à l'autre, d'une fonction à l'autre. On
on travaille dans son champ de connaissances, et chacun a un champ très particulier de connaissances en fonction de son métier, en fonction de ce qu'il a appris, mais il faut pouvoir, échanger, avec, tous les professionnels autour, d'une femme enceinte, autour d'une famille, et de leur enfant, à venir. Alors il y a et c'est pour ça d'ailleurs que le réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine, est un exemple, hein. On est des professionnels, d'horizons divers, mais on met, ensemble nos connaissances pour essayer de réfléchir à mettre en place des outils adaptés pour tout professionnel de la période périnatale. Heu, donc on est tous à partager, quelque chose. Mais dans le soin, il y a il y a justement des outils dont on parle. Par exemple, les staffs médico-psychosociaux, sont, ouverts à tout professionnel. Moi, je participe à plusieurs staffs sur le département et l'ex-région, Limousin. Je suis toujours étonnée qu'il n'y ait pas plus de professionnels du libéral. Alors, c'est vrai, ça demande du temps, c'est vrai, ça demande de venir sur ce temps-là, à la maternité, mais c'est indispensable, hein, de partager avec les autres. Ce temps-là du staff médico-psychosocial, je ne sais pas si tout le monde, les connaît, j'espère, hein, on évoque les dossiers où les femmes ont accepté en effet, d'être présentées, sur ce staff, les dossiers de situations, les plus, délicates, difficiles, où il va falloir, essayer de réfléchir à quelle aide et quel professionnel, est le plus, à même, de rencontrer la femme ou d'apporter une aide et de préparer l'arrivée de l'enfant. Donc je suis toujours étonnée. Il y a des professionnels du libéral qui viennent, mais c'est pas systématique et c'est bien dommage. En termes de temps, je sais bien qu'on est tous, pressurisés, mais c'est vraiment un moment, clé pour, ne pas rester seul. Après, il y a d'autres possibilités, hein. Il y a des cabinets où on s'organise à plusieurs, professionnels. Et c'est vrai que ce temps du staff, hein, n'est pas seulement un temps de présentation de la situation de la femme, c'est un temps aussi pour accueillir un peu, les affects des uns et des autres, hein. Le mot-clé, ce serait s'entourer? Ne pas rester seul, ça c'est sûr. Parce que quand on reste seul, on reste, avec sa propre, histoire aussi, et la périnatalité, nous renvoie à ce qu'on est, hein. On brasse de l'humain. La naissance d'un enfant, c'est quelque chose d'hyper important, pour l'humanité, hein. Donc forcément, chacun d'entre nous est bousculé par, ça. On le sait. Donc il y aurait pas une posture typique à prendre? Alors oui, alors, j'ai bien aimé le titre, la posture. Alors je trouve ça fait très psychomotricien, et Dieu sait que j'aime, beaucoup les psychomotriciens, les siennes, hein. Je trouve qu'ils font un travail, formidable avec les nourrissons, hein. C'est vraiment, il faut qu'il y en ait plus. Bon, ça c'est un aparté, mais il faut vraiment, que ces professionnels, hein, soit auprès des enfants, des petits-enfants. Mais alors, la posture, d'un soignant, oui, ça m'amuse, mais bon, en même temps, je participe, donc, au groupe, addiction et grossesse, et on fait, les fiches techniques qui sont d'ailleurs, que vous pouvez voir, du réseau sur chaque produit, et c'est comment aborder, que faire, que dire, bon, et on sait bien que ça se passe pas comme ça, et pourtant j'y participe, hein. Donc il n'y a pas de solution miracle là, hein. Chaque situation sera différente. Après qu'on ait, quand même des modalités de pensée, je trouve que ce qui a été présenté, aide bien sûr, hein, mais surtout pas rester seul, surtout pas, hein. Donc on va être encore une fois dans une rencontre, assumer ce que va être cette rencontre avec ses réussites et ses ratés.
bien sûr, bien sûr. Mais c'est compliqué parce que du coup, vous nous demandez de savoir, non pas qui est la patiente, mais qui on est nous-mêmes. Oui, mais quand on est soignant, être soignant, c'est aussi, bon, avoir une dose d'empathie, hein. Je crois pas qu'il puisse y avoir beaucoup de soignants, sans capacité à rencontrer l'autre, et pour rencontrer l'autre, il faut s'être un petit peu rencontré aussi. Bah, écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on finisse, sur ce mot, en tout cas nous de l'échange entre nous et on a plutôt envie de vous donner la parole maintenant et de pas hésiter, voilà, à interpeller, docteur Renélis sur vos éventuelles remarques, questionnements.